Quoi? Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. Alors, on va peut-être pas rester, hein. Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein. Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Mais tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas tes autres grands frères à tous. Je vous appelle, je vous laisse des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mia se réveille en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! Oh, c'est chiant, Mary Poppins. Bah, tu veux pas de moi, alors? Voilà, 9 ans après Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet nous livre ce nouveau film. Nous finirons ensemble. Pascal Bourgault, bonjour. Vous l'avez vu ce film, vous en avez pensé quoi? Alors, il faut rappeler d'abord qu'est-ce que Les Petits Mouchoirs en 2010, c'est le succès du cinéma français, hein, plus de 5 millions d'entrées. C'est le carton devant à Harry Potter. Alors, que fait Guillaume Canet? Eh bien, il reprend la même bande de potes, plus ou moins les mêmes acteurs. Bon, évidemment, ils ont vieilli, ils ont grossi, ils se sont reproduits aussi, bref, la vie. Et donc, ça donne un film, une bonne comédie familiale. Moi, j'ai personnellement beaucoup ri. Je trouve que les dialogues sont assez bien écrits et le film est plus court que Les Petits Mouchoirs, donc c'est plus heureux. Alors, je vous propose d'écouter le réalisateur qui explique pourquoi il a eu envie de faire la suite des Petits Mouchoirs. Je suis retombé un jour sur le film à la télé et là j'ai revu les personnages et je les ai trouvés à nouveau très touchants, très drôles, et émouvants, et je me suis voilà, j'ai remis dans le coin de ma tête la possibilité, en tout cas éventuelle, de refaire une suite. Et par ailleurs, Pascal, le Louvre inaugure une nouvelle exposition sur les royaumes oubliés. De quoi s'agit-il? Alors, les royaumes oubliés, ce sont les royaumes hittites et araméens qui ont précédé les royaumes assyriens, dont on parle beaucoup plus souvent. Et c'est aussi se replonger dans cette époque magnifique des archéologues aventuriers, comme Laurence d'Arabie, on le sait peu, mais il était archéologue avant d'être aventurier. Et puis, cet Allemand, Max van Oppenheim, qui découvre un site. Alors, un soir, on est à la fin du 19e, début 20e, il va dîner chez un chef kurde du nord de la Syrie, Ibrahim Pacha, qui lui parle d'un magnifique palais enfoui qui n'a pas été fouillé. Et je vous propose d'écouter la suite avec notre visite guidée au Louvre. En 1911, l'archéologue allemand Max van Oppenheim fouille le site de Tel Halaf dans le nord de la Syrie. Il y découvre un palais monumental érigé par un petit roi araméen inconnu. Ces lions en gardent l'entrée depuis 3000 ans, quand l'archéologue décide de les déplacer à Berlin. On a par exemple ce lion gardien qui était à l'entrée du palais, et Max von Oppenheim l'installe avec d'autres dans un musée qu'il fait installer dans une ancienne fonderie dans Berlin dans les années 30. Et cette fonderie est malheureusement bombardée en 1943 par les Alliés. Et un feu terrible se propage dans tout le musée. Les pompiers viennent et éteignent l'incendie. Et le choc thermique entre l'incendie et l'eau glacée fait que toutes les statues en basalte éclatent. 26 000 fragments seront patiemment recollés comme un immense puzzle sur des moules en béton. Sur le même site de Tel Halaf sont retrouvées ces statues funéraires. La statue est représentée en plein banquet, puisque vous voyez, le personnage porte une coupe à la main. Et juste à côté d'elle, on a également un couple, cette fois-ci, un homme et une femme, auquel, vraisemblablement, leurs descendants vouaient également un culte en déposant des offrandes devant la statue qu'ils ont fait ériger pour leurs ancêtres. Ce style naïf persiste bien après la chute des royaumes araméens. Cet objet est un moulage de l'obélisque noir de Salmanasar, une stèle qui commémorait ses victoires sur les royaumes qu'il conquiert les uns après les autres. Ici, on a le roi assyrien, reconnaissable à sa tiare tronconique, aux espèces de rubans qui tombent de sa couronne. Il est armé avec des flèches et un arc. Il a un vêtement, vous voyez, assez richement décoré. Et devant lui, eh bien, le roi d'un royaume vaincu, qui est représenté agenouillé, aplati, humilié, devant évidemment le vainqueur. Et tout ceci se fait sous le regard des dieux.
900 ans avant Jésus-Christ, les Assyriens conquièrent les territoires araméens et hittites, régnant sans partage de l'Égypte à l'Iran. Et puis Cannes, pour finir, le festival commence dans 12 jours et Oui. 2 films viennent d'être présentés en dernière minute. Absolument. Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino, eh bien, est accepté en compétition officielle. On avait peur qu'il n'ait pas fini, mais il a passé les derniers 4 mois dans sa salle de montage. Et enfin, Mektoub My Love, Intermezzo de Abdelatif Kechiche, qui est la suite en fait du film de 2017, eh bien, il est également intégré à la compétition officielle de 19 films. Alors, cette année, ça va être le combat des titans, hein, parce qu'il y a également Ken Loach, Almodovar, les Dardennes et Xavier Dolan. Donc, ça va être une compétition passionnante. Merci Pascal.